Bonjour et bienvenue dans Comme une planète Hauts-de-France, votre rendez-vous dédié à l'actualité de l'écologie dans la région cette semaine. Après le coup de gueule des maires la semaine dernière au congrès des maires, ils réclamaient un fonds national pour la survie des littoraux, nous vous proposons avec La Voix du Nord une émission spéciale, le littoral du Nord-Pas-de-Calais face au défi du recul du trait de côte. Un magazine préparé en collaboration avec Raphaël Romande, journaliste à La Voix du Nord. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Et nous sommes ravis d'accueillir nos deux invités dans les studios de RCF à Lille. Stéphane Pinto, bonjour. Bonjour. Maire d'Ambleteuse, commune touristique de 2000 habitants entre Calais et Boulogne-sur-Mer et touchée par le recul du trait de côte. Arnaud Eckert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au laboratoire d'océanologie et de géosciences de l'Université du Littoral Côte d'Opale, spécialiste du sujet. Comme une planète, le magazine de l'écologie intégrale, Anne-Henri, Raphaël Romande. Alors ce phénomène est de plus en plus menaçant à certains endroits. La mer grignote de plus en plus nos côtes, avec un vrai risque pour les habitations, entreprises et associations installées le long du littoral. Raphaël, vous nous faites un état des lieux de la situation dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, ce sont des villes et des villages de carte postale. Tardingan, Huissan, Ambleteuse font partie des plus beaux sites de la Côte d'Opale. Des petits paradis, sauf qu'ici, on vit avec une menace lointaine, certes, mais déjà perceptible. À Huissan, la station balnéaire réputée, la mer a grignoté 300 mètres de côte en 70 ans. À Tardingan, 2 maisons et des chalets dans les dunes ont déjà été abandonnés. Un peu plus loin, à Waplage, c'est tout un lotissement, celui des Écardines, qui à terme pourrait être menacé. Tout cela à cause de ce qu'on appelle le recul du trait de côte. Le trait de côte, c'est-à-dire la ligne entre la terre et la mer, qui bouge. Depuis 1960, la région a perdu l'équivalent de 1,32 km² de côte. Alors pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'environ 188 terrains de football. En 2100, 51 000 logements pourraient être directement menacés dans le seul département du Pas-de-Calais. Alors oui, 2100, ça peut paraître loin. C'est toute la complexité du sujet. Faut-il s'inquiéter du recul du trait de côte? Faut-il adapter le territoire? Si oui, comment? C'est ce dont on va parler ce matin avec vous. Alors, Monsieur Pinto, je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que à Ambleteuse, vous constatez effectivement ce phénomène du recul du trait de côte? Oui, tout à fait. Ambleteuse, on le constate depuis pas mal d'années. Hein. J'ai 57 ans aujourd'hui, je vis sur cette commune depuis toujours. Et c'est vrai que ces 50 dernières années, par rapport à aujourd'hui, on a vu la différence par rapport à la montée de la mer au niveau le plus haut, c'est-à-dire plein mer. Donc j'ai constaté que par rapport à notre Perret, qui est quand même une digue le long de la plage d'Ambleteuse, qui nous montre ce constat, c'est que à l'époque, la mer, elle était, on va dire, à marée haute, une cinquantaine d'années en arrière, elle était à une dizaine de mètres de ce Perret. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'elle arrive à quasi à 2 mètres, voire moins de ce Perret, suivant les coefficients de marée. Est-ce que ça crée déjà des dégâts ? Après, ça dépend la configuration et l'exposition géographique de la commune par rapport aux assauts de la mer. Nous, à Ambleteuse, on est plus, si vous voulez, sur des côtes basses meubles. Côtes basses meubles, ce sont c'est ce qui se trouve le long de notre littoral. Ce sont des côtes qui sont issues de fonds sableux. Et donc, ça n'a rien à voir avec les côtes à falaise. Les côtes à falaise, c'est ce qu'on retrouve au Cap Griné, c'est ce qu'on retrouve entre Wimereux et Ambleteuse, c'est-à-dire qu'on se trouve entre Ambleteuse et Audrecel, à certains endroits. Donc, il y a une hauteur de falaise qui est côte à falaise. Et les côtes de basse meuble, ce sont des côtes qui sont faites des cordons dunaires. Et donc là, il y a cette problématique qui se pose, mais on est plus sur Ambleteuse, sur un côté, on va dire, du style érosion. C'est différent, donc il y a une explication à cela et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Mais vous perdez quoi, 3-4 mètres par an? Ah non, on n'en est pas là aujourd'hui. Je dirais qu'on est, nous, sur de l'érosion maritime, mais aussi terrestre. C'est-à-dire que la pluie, les sources viennent de l'intérieur et entraînent vers la mer, on va dire, tout ce cordon dunaire. Et quand il fait tempête, on a une chance, c'est quand même que nous, on est en Manche-Mer du Nord, la mer monte 5 heures, mais elle redescend 7 heures. Et donc, là où elle agresse, on va dire, plus particulièrement ces côtes basse meubles, c'est par tempête, à marée haute, et pendant une demi-heure, 1 heure, elle vient
battre, effondrer et puis aider à cette érosion, et après elle repart. Là où on constate, nous, c'est plus, si vous voulez, sur de l'érosion maritime d'à côté, mais aussi celle de la terre. Et il y a quand même aujourd'hui des maisons qui sont menacées. On a le côté nord d'Ambleteuse, on a aujourd'hui une dizaine de maisons qui sont à moyen long terme menacées par cette problématique d'érosion, mais on a aussi côté sud de la digue, au côté du fort d'Ambleteuse, quelques maisons de riverains qui sont aussi menacées par cette problématique. Donc c'est un sujet sur lequel on va certainement revenir, puisqu'aujourd'hui la résilience Red Côte, le fait est que la commune est intégrée la liste des communes socles, c'est-à-dire qu'on y reviendra parce qu'il est question de cartographie. Oui, on y reviendra. Alors, ouais. Arnaud Eckert, je me tourne vers vous, vous êtes expert de la question. On a entendu parler d'érosion, on parle de recul du trait de côte. Est-ce que vous pouvez redéfinir? Est-ce que le recul du trait de côte est dû à l'érosion ou pas? Voilà, c'est des termes qui sont plus ou moins synonymes, mais quand même pas tout à fait. C'est-à-dire que ce que vient de dire le maire d'Ambleteuse, c'est tout à fait vrai que lors de certains événements à haute mer, effectivement, parce qu'ici on a ce contexte de marnage, c'est-à-dire d'amplitude de marée qui est assez importante, ça va se produire lors des hauts niveaux d'eau, lors des tempêtes. Il va se produire des phénomènes d'érosion, effectivement. Donc l'érosion, finalement, c'est un terme qui désigne quand on enlève des matériaux, que ce soit le long des côtes ou ailleurs, c'est qu'il y a des matériaux qui partent. Ça peut être un cours d'eau qui érode la rive, tout ça c'est de l'érosion. Le long des côtes, et justement, vous avez tout à fait raison de bien préciser qu'il y a des côtes meubles, donc c'est essentiellement du sable qu'on a ici dans la région, qui forme des plages, des dunes, et que ce qui se passe, c'est très différent de ce qui se passe sur une falaise. Une falaise, lorsque elle va se faire éroder, eh ben, il y aura un recul donc, du trait de côte. Et puis ce recul, cette falaise va faire que reculer. Une falaise, elle n'avance pas, elle fait que reculer. Par contre, le long des plages avec des dunes côtières, il peut y avoir de l'érosion. Et ensuite, pendant une certaine période de temps, la dune peut se reconstituer. Donc du coup, le trait de côte, il peut revenir là où il était. Donc là, on n'a pas nécessairement un recul. Il y a des endroits, effectivement, dans la région. Ça, on le sait moins parce qu'on parle plutôt des problèmes que quand tout va bien. Il y a des endroits où, finalement, le trait de côte est assez stable. Il y a même des endroits où le trait de côte avance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne se produit jamais d'érosion, parce que lors d'une tempête, il peut y avoir de la dune qui peut être un peu grignotée, mais elle sert un peu de stock de sable, de réserve. Et puis, elle va se reconstituer. Par contre, il y a des endroits, elle ne se reconstitue pas très bien, c'est plus difficile, c'est plus long. Tout ça, ça dépend des stocks de sable qui sont disponibles localement. Mais depuis quelques dizaines d'années, on est en train de revenir au trait de côte du Moyen-Âge. Il y a quand même un vrai recul, et ça sur tout le littoral français. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas sur tout le littoral français. C'est-à-dire qu'il y a un recul qui se fait à certains endroits et ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle le bilan sédimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, je vais prendre un exemple ici dans la région, à l'est de Calais, il y a un endroit qui, depuis 1950, sur un certain linéaire, où le trait de côte a avancé de 200-250 mètres pendant cette période-là. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Ailleurs, comme ce qui était dit en introduction de l'émission, il y a eu 300 mètres de recul dans le centre de la baie de Wissant. Et c'est pourtant pas très loin. C'est qu'en fait, dans un cas, vous avez un banc sableux, on a d'énormes bancs sableux proches de la côte qui s'est, on pourrait dire, échoué, qui bouge au fil du temps et qui est venu s'échouer sur la côte. Ça donne tellement de sable que, en fait, des dunes se forment, n'arrêtent pas de se former. Mais au-delà de ces spécificités par endroit, est-ce qu'il y a quand même un phénomène global du recul du trait de côte? On est dans un nouveau cycle. Oui. Ça, on peut le dire quand même. Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on est dans une période d'élévation du niveau de la mer. Donc depuis, disons, le 19e siècle, la mer augmente le niveau et ça ne fait que le rythme, on sait très bien que le rythme ne fait qu'augmenter. Donc on est passé à 3 mm par an, on est à 4 mm par an, etc. au niveau global et ça va augmenter de plus en plus pendant le siècle. Ce que ça donne, ça, c'est que les hauts niveaux d'eau dont on parlait tout à l'heure, donc il y a de l'érosion qui se produit à haute mer, ces hauts niveaux d'eau, ils ne se produisent pas tout le temps, ce que vous faisiez observer pendant une partie de la tempête, mais il y aura de l'érosion quand il y a un certain niveau qui est atteint. Et ces hauts niveaux critiques vont être atteints de plus en plus souvent, et le sont de plus en plus souvent. Et plus ils se produisent souvent, moins la dune se reconstitue. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié au changement climatique ? Alors, c'est une tendance de fond, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu de l'érosion, sans même parler de changement climatique. Il y a toujours eu de l'érosion, une tempête, le sable s'en va, il va un peu plus loin, ça se reforme, etc. Sauf que là, dans un contexte où le niveau d'eau ne fait qu'augmenter, ne fera qu'augmenter, si on se projette dans l'avenir, les endroits où on a déjà de l'érosion
et ce qui est le cas à certains endroits, ça va devenir de plus en plus critique, en fait. Alors, quels sont les risques principaux? Est-ce que c'est pour les habitations qui se trouvent là, pour les écosystèmes, pour les industries? On pense par exemple au Dunkerquois. C'est variable parce qu'il y a beaucoup de contextes différents. Il y a des endroits où on a une réserve naturelle, donc là, à l'arrière des dunes, enfin les dunes en font partie, on a un marais par exemple derrière, je pense par exemple Platier-Doigt, ces endroits-là, où là, oui, c'est plus des perturbations, des changements dans l'écosystème littoral. Après, c'est très différent à des endroits où c'est anthropisé, construit, voilà, ou encore des endroits, il faut bien se rappeler aussi que sur une grande partie du territoire, on a des terres qui sont très basses, qui ont été conquises sur la mer, ce qu'on appelle des polders. La zone des Watringues, entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Et qui se poursuit au-delà en Belgique, etc. Tout ça, c'est la plaine maritime flamande qu'on a conquis sur la terre. Et ça, c'est des zones qui sont à un niveau plus bas que le niveau des hautes mers. Il y a même des endroits où c'est même plus bas que le niveau moyen de la mer. Alors pourtant, c'est pas envahi tout le temps. C'est pas envahi tout le temps parce que on a des protections qui peuvent être humaines, des digues, ou encore naturelles avec des dunes. Dans ce cas-là, les dunes, elles jouent un rôle extrêmement important pour se protéger des submersions marines. Alors justement, on va essayer quand même de parler des solutions avant de voir ensuite ce qui bloque aujourd'hui dans la gestion de ce recul du trait de côte. Vous, Stéphane Pinto, vous nous avez dit il y a des habitations menacées, il y a un phénomène d'inondation aussi. Est-ce qu'il y a des solutions déjà qui ont été mises en œuvre sur Ambleteuse ? Les solutions, non, il n'y en a pas qui ont été mises en œuvre, puisqu'on est encore, si vous voulez, aujourd'hui, à comprendre comment le phénomène se passe et comment l'évolution se fait. Sauf que ce que je disais en introduction, c'est qu'aujourd'hui, la problématique du recul du trait de côte, elle est généralisée sur le même texte. Alors qu'on devrait, à certains endroits, et vous le disiez juste un instant, c'est différent à d'autres niveaux et différent aussi par rapport aux communes. Moi, je prends l'exemple de la basse vallée de la Slac, qui était quand même à l'époque là où la mer rentrait comme elle le souhaitait. Alors la Slac, c'est un petit fleuve c'est côtier. Le petit fleuve qui vient, voilà, exactement. Il y a un estuaire au niveau d'Ambleteuse. Il y a l'estuaire qui est aux abords du fort de Vauban. Et donc, cette basse vallée de la Slac était toujours inondée puisqu'il y avait des bateaux qui y rentraient à l'époque. Et il y avait le parc à huîtres, donc on y faisait de la culture d'huîtres et ainsi de suite. Donc, il y avait toujours la mer qui rentrait comme elle le souhaitait. Actuellement, je vous rejoins, cette basse vallée de la Slac, elle est plus en état de sécheresse à venir que par le passé. Donc c'était une zone humide à l'époque qui aujourd'hui devient de plus en plus, on va dire, asséchée. Pourquoi ? Parce que les phénomènes, comme vous le dites, le sable avance, mais aussi il y a le poulier. Le poulier, ce sont les galets de mer qui viennent obstruer cet estuaire et qui, du fait, empêchent la mer de rentrer dans cet estuaire comme elle le faisait par le passé, à des niveaux de marée, de coefficients de marée beaucoup plus bas que les grands coefficients qu'on peut connaître, 110, 115. Et donc voilà, ça fait partie aussi, si vous voulez, donc, de se dire qu'à ce niveau-là, sur la commune d'Ambleteuse, on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans la même configuration que le passé où il y avait de l'eau et qu'il n'y a plus maintenant. Et donc, sur le reste, le long du littoral côté nord, il y a eu des riverains qui ont interpellé, qui essayent de se protéger parce que eux, ils subissent les assauts de la mer quand il fait tempête, mais beaucoup plus l'érosion. Et à partir de là, ils souhaiteraient, parce qu'il y a quand même un rang de maisons, on doit être sur une dizaine de maisons qui sont menacées. Donc... Commune Planète, une émission de RCF Hauts-de-France en partenariat avec La Voix du Nord. Anne-Henri, Raphaël Remande. Alors vous êtes bien sur RCF Hauts-de-France. Effectivement, avec La Voix du Nord, nous vous proposons une émission spéciale comme une planète, le littoral du Nord-Pas-de-Calais face au défi du recul du trait de côte, avec nos invités, Stéphane Pinto, maire d'Ambleteuse, et Arnaud Eckert, chercheur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Stéphane Pinto, vous nous avez parlé effectivement, aujourd'hui vous êtes dans la recherche de solutions, notamment au niveau de l'estuaire de la Slac. On se tourne aussi vers Arnaud Eckert parce que beaucoup demandent des digues de l'enrochement, mais vous travaillez sur une alternative autour du réensablement qui vous semble plus judicieuse, une solution plus judicieuse. Expliquez-nous pourquoi. Alors ça va dépendre vraiment de chaque site en fait, parce que c'est pas que je sois absolument contre d'autres types de solutions, parce qu'il existe plusieurs types de solutions. En fait, moi ce que je dis souvent, c'est que s'il y avait une solution qui était la bonne, on l'utiliserait partout pour régler le problème. Et en fait, c'est parce qu'on doit adapter à chaque cas la solution qu'on peut apporter.
évident qu'il y a des endroits qui sont fortement construits et où il y a des digues et où il faut, si on veut tenir et rester dans ces endroits-là... Vous pensez à quels endroits, par exemple, dans la région? Tous les fronts de mer où on a construit des digues Perret, à Dunkerque, à Malo-les-Bains, à Vimereux, enfin, etc. Voilà, tout à fait. Donc c'est quand même assez répandu. Il y a des endroits où il va peut-être falloir rehausser la digue. On va peut-être pas dire à tous les gens qui sont sur le front de mer, maintenant il faut reculer. Donc voilà, il faut quand même aussi faire face à des choses qui sont des impératifs économiques, etc. Mais une solution qui existe oui, parce que en fait les solutions en dur, ce qu'on pourrait dire les solutions de génie côtier traditionnelles où on a voulu fixer absolument. En fait, elles sont très sécurisantes en fait dans l'esprit du public. On se dit, on met du dur, c'est du solide, ça va résister. On s'aperçoit quand même que des fois, lors de certaines tempêtes, il y a des digues qui sont complètement démantelées, il faut les reconstruire. Donc c'est pas une solution pour l'éternité non plus. Alors des enrochements, c'est la même chose. Les enrochements, on va dire tiens, des gros cailloux, voilà, on va être sécurisé. Mais tout ça n'est pas stable et surtout un des gros problèmes de ces structures-là, c'est qu'en fait, ça favorise la réflexion des vagues qui arrivent contre ces structures, ça remet plus facilement en mouvement le sable, et on observe souvent une baisse du niveau de sable. Donc là, c'est pas souhaitable, parce que, à plusieurs raisons, parce que du coup, l'ouvrage lui-même est moins protégé, parce que la plage, elle joue un rôle d'amortissement de la houle. Quand vous avez une plage qui est très basse ou une plage qui est très haute, les vagues n'arrivent pas avec la même énergie sur la côte. Pardon. Et en plus, la plage, c'est un espace de loisir. Donc, si elle disparaît, c'est une perte aussi au niveau économique, touristique. Ouais, alors le réensablement. Donc, le réensablement, voilà, c'était mon introduction pour dire que les plages, il faut essayer de les protéger. Les digues, elles ne sont pas du tout faites pour protéger les plages. Alors, ce qu'on peut faire, ce qui veut dire qu'on peut avoir une digue, et puis on peut réensabler aussi. Il y a eu un bel exemple à Dunkerque, la digue des Alliés, qui est une digue qui protège justement un canal exutoire par lequel les eaux continentales vont à la mer. Il faut absolument que cette digue soit renforcée, ce qui a été fait, mais on a fait un rechargement de plage, un gros rechargement de plage, 1 500 000 m3, c'est beaucoup, parce que des rechargements de plage, c'est 200 000, 300 000, 400 000 m3, là c'était vraiment beaucoup, donc on a créé cette grande plateforme sableuse, et qui joue un rôle vraiment d'amortissement de la houle, avec du sable qui reste beaucoup en place. Il y a une partie qui est partie, mais on sait qu'en rechargeant les plages, une partie du sable va partir progressivement. C'est pas une solution pour tout le temps. On sait qu'il va falloir revenir de temps en temps, faire des rechargements d'entretien. Mais c'est moins coûteux qu'une solution en dur ? C'est pas évident. Ça dépend beaucoup alors d'une part de la quantité, vous avez raison, de la quantité de sable, et aussi de la distance où on va chercher le sable. Donc par exemple à Dunkerque, le port de Dunkerque drague les chenaux de navigation de toute façon pour laisser passer les navires, il est obligé de draguer. Donc il y a du sable qu'il a à sa disposition, et c'est ce sable de dragage qui est prélevé à proximité qui a été utilisé. Dans ce cas-là, on diminue grandement les coûts. Si on va chercher le sable plus loin, évidemment, on augmente les coûts. Mais vous savez, un enrochement, c'est pas non plus quelque chose qui est bon marché. Il n'y a rien de bon marché dans tout ça. Et donc, pour finir avec le sable, on conserve nos plages et on peut recharger. Et le sable, il s'en va, mais une partie du sable s'en va, mais va profiter à la plage un petit peu plus loin. Et donc, on peut ramener du sable. Voilà, c'est des choix de gestion. En fait. Alors, ouais. Allez-y, monsieur Pinto. Si je pouvais rebondir justement sur ce que vous dites, c'est justement où là, il est important d'avoir en tête que la régionalisation et aussi chaque commune est différente et exposée différemment. On pourrait adapter l'enrochement, on pourrait protéger plus les riverains qui sont aujourd'hui menacés de l'érosion, avec un enrochement qui viendrait consolider. Et c'est ce qu'il faut pour la commune d'Ambleteuse sur des côtes basses meubles. Par contre, sur le réassemblement, comme à 800 ou autre, c'est vraiment de recréer une dune, tout en sachant que de quelque part, à un moment donné, elle va repartir et il faudra réassembler. Donc, il y a vraiment des configurations. Vous avez parlé des riverains. On va justement maintenant désormais aborder un petit peu les questions qui fâchent. On va écouter Hélène Boulet, qui est présidente de l'association de défense du trait de côte à Ambleteuse, justement. Un témoignage recueilli au printemps dernier. Nous sommes extrêmement inquiets face au recul du trait de côte, face à l'érosion, et la communauté de communes de la Terre des Deux Caps, qui est en charge de la protection du trait de côte, ne fait rien, n'agit pas, n'utilise pas son budget pour nous protéger. Or aujourd'hui, si on ne protège pas nos côtes, eh bien demain, il faudra malheureusement devoir exproprier les gens
parce que la mer s'attaquera aux habitations. Aujourd'hui, la côte est fragile au nord et au sud d'Ambleteuse. Il faut la protéger des assauts de la mer et des énormes tempêtes que nous attendons, hélas, du fait du réchauffement climatique. Alors, Madame Boulet, donc ce témoignage a été recueilli par La Voix du Nord au printemps dernier. Je l'ai recontactée cette semaine. Elle m'a confirmé qu'il ne s'était rien passé depuis le printemps dernier. Ils se réunissent d'ailleurs samedi prochain pour envisager de nouvelles actions. Mais son témoignage illustre les tiraillements entre communautés de communes et communes. Le maire de Ouessant aussi avait fait un peu avait témoigné un peu dans ce sens-là. Stéphane Pinto. Il nous reste 5 minutes. Ce qu'il faut qu'on prenne aujourd'hui, c'est ce désarroi quant au problème de relation entre les mairies et la communauté de communes. On sent que c'est ça qui freine les actions pour faire face au recul du trait de côte. Le problème est simple par rapport à ça, c'est que la communauté de communes de la Terre des Deux Caps s'est vu attribuer la compétence GEMAPI en 2018. Alors rappelons ce qu'est la compétence GEMAPI. C'est un impôt qu'on paye tous, c'est la gestion de l'eau. C'est la gestion de l'eau et puis de tout ce qui se passe le long du littoral pour justement préserver des inondations, de l'immersion ou autre, et aussi la problème. Sauf que pour répondre au sujet que Mme Boulet a, puisque c'est une association qui s'est créée en commun avec la commune d'Ambleteuse pour qu'on puisse faire front ensemble, puisque je suis le maire de cette commune, je me dois de défendre aussi la position de mes riverains, et je le fais. Et donc, pour revenir sur le sujet, la communauté de communes a récupéré la compétence GEMAPI. Et comme je le disais en introduction, nous sommes sur le côté nord et le côté sud, sur une partie, elle le dit dans son discours, qu'on est sur une problématique d'érosion. Dans le texte de la GEMAPI, l'érosion maritime ou terrestre n'est pas prise en compte. La GEMAPI n'a que de responsabilité de pouvoir entretenir, maintenir, contenir des endiguements, d'un système de digue. Pour le reste, elle n'est pas compétente en l'état, ce que dit le président de la communauté de communes de la Terre des Deux Caps. Sauf que le trait de côte, c'est bien d'un point A à un point Z. Pourquoi découper, on va dire, un lien trait de côte, et de dire responsabilité GEMAPI, je prends le péré qui est de ma compétence, le reste, je m'en fous. À quoi bon taxer les concitoyens de ces taxes GEMAPI, sinon pas la possibilité d'être défendus par cette propre, on va dire, ce propre service de la communauté de communes. Voilà Donc là, il y a une impasse, en fait. Il y a une impasse, et cette impasse est comme ça depuis 2015. Nous sommes en 2024. Et en 2024, nous sommes en train de travailler avec la communauté de communes qui a récupéré la compétence GEMAPI en 2018 sur les contours de savoir qu'est-ce que c'est réellement la GEMAPI, que prend la GEMAPI en compte, que fait la GEMAPI, qui paye, qui fait quoi. Mais est-ce que c'est vrai dans toutes les communautés de communes, cette impasse Arnaud Eckert, vous avez des retours aujourd'hui de ces maires, de ces communautés de communes? Moi, personnellement, je suis moins dans la gestion de ces problématiques-là. Par contre, ce que j'aimerais souligner dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on parle d'une digue et de part et d'autre, il y a un littoral qui est plus naturel, quand même, entre guillemets, avec des plages et des dunes, et le fait de tenir absolument, de protéger la digue, de mettre des enrochements, etc. Donc le trait de côte, il reste au même endroit. De part et d'autre, ça recule. Donc c'est ce qu'on appelle des effets de bord. Et on se retrouve avec des promontoires qui sont de plus en plus en mer, alors que de part et d'autre, ça recule. Donc ça, mais ça, faut se dire que c'est parce qu'on s'est, au départ, c'est parce qu'on s'est établi quand même très très près de la côte, hein, donc vraiment en bord de mer. Donc ça attire l'homme, mais on se met dans une situation de vulnérabilité en fait. Quel discours faut-il donner aux habitants aujourd'hui? Oui, parce qu'aujourd'hui, les habitants ont le sentiment que personne ne pourra les indemniser, les protéger, que ce soit les associations, les clubs de voile, les maisons en bord de mer. Aujourd'hui, ils vont perdre leurs biens. Aujourd'hui, on est justement en train de travailler sur la problématique, d'où, on va dire, la résilience trait de côte. Aujourd'hui, il est question, comme on le disait en introduction, qu'à 30 ans, de faire un système de cartographie à 30 ans et à 100 ans pour voir si, éventuellement, chiffrer le respect, enfin l'entretien de ces endiguements qui viendraient protéger les propriétés privées, qu'elles soient privées ou publiques. Et à partir de là, une fois qu'on aura chiffré le montant exact de cet entretien de digue et comparé
à l'abandon éventuellement des habitations au gré de la nature, au gré du recul du trait de côte, la différence fera le reste. C'est-à-dire qu'on dira aux riverains, ça coûte plus cher d'entretenir une digue qu'on viendrait, qui plus est, demain construire pour protéger les maisons. Moi, je pense que pour Ambleteuse, c'est la solution. De venir continuer dans la continuité du trait de côte de la commune d'Ambleteuse, c'est de renforcer le côté nord du Perret d'Ambleteuse et le côté sud de cette érosion. Puisque le fait de la somme, mais bon, c'est un autre débat, on va prendre du temps. Et donc, à partir de là, on dira, oui, effectivement, ça coûtera moins cher, donc il faut mettre des perrets. Mais en attendant, on ne traite pas le problème majeur à l'instant T. On ne traite pas, si vous voulez, la continuité de l'érosion qui vient de plus en plus aggraver la situation. Ce qui pouvait coûter moins cher il y a 10 ans va coûter beaucoup plus cher dans 10 ans. Pourquoi ? Parce que les maisons sont en péril et du coup, la commune se verra dans l'obligation de préempter, mais à quel prix ? Et c'est là où les discussions rentrent entre la GEMAPI, la résilience trait de côte, la loi du littoral, la loi ZAN, parce que tout ça va venir à un moment donné chapeauter. Et il y a tellement de textes qui sont extrapolés les uns sur les autres qui font que, on n'avance pas. Et nous, les élus que nous sommes des petites communes du trait de côte, du littoral, pardon, et les riverains qui ont besoin d'être soutenus, on est en train de se poser des questions. On crée des collectifs, on essaye d'avancer ensemble. Et vous l'avez dit en introduction, lors du congrès des maires, le 20 novembre, s'est tenu un sujet sur le recul du trait de côte. J'ai écouté, j'étais là avec le président de l'Association nationale des maires du littoral, mais aussi avec le président de l'Association des maires de France. Et ce sujet est venu sur la table. Mais oui, vous demandez aujourd'hui un fonds national et on comprend bien parce que c'est effrayant, oui. Cet empilement administratif. Ça va être la dernière question parce que nous devons rendre l'antenne. Arnaud Eckert, vous travaillez en tant que scientifique sur un projet à 50 ans, le projet COSACO. Quel littoral ? Et aujourd'hui... Oui, alors c'est un projet qui s'est terminé récemment, dans lequel il y a eu justement une cartographie qui a été faite pour essayer de simuler ce que pourrait être la côte à une échelle de 50 ans, pour justement communiquer avec les habitants et leur dire, voilà, si on ne fait rien et ça continue comme ça, là, ici, il y a tel risque de submersion lors de tempêtes, ça risque d'être envahi par l'eau, ça risque de partir avec le recul du trait de côte. Et c'est sûr que c'était sur des communes qu'on a choisies où il y a déjà des problèmes, et d'essayer de voir avec eux ce que eux considèrent comme acceptable ou souhaitable, ce qu'ils aimeraient pour le littoral dans le futur, en termes de solutions possibles. On a essayé d'élaborer ça avec eux dans le cadre de ce projet-là. Et les résultats sont disponibles sur Internet ou il faut s'adresser à l'Université du Littoral ? Non, sur Internet, il y a un site qui a été développé là, pendant le projet, qui est toujours en ligne, avec toutes sortes de ressources sur les réunions publiques qu'on a eues. Il y a des PowerPoint qui ont été présentés. Enfin, il y a une foule de choses, dont les cartographies. Et c'est COSACO, tout simplement, comme ça se prononce, COSACO. Vous trouverez ça sur Internet assez facilement. Eh bien, grand merci. D'abord, c'est la fin de cette émission spéciale Voix du Nord, RCF, le littoral du Nord-Pas-de-Calais, face au défi du recul du trait de côte. Un grand merci à nos deux invités, Stéphane Pinto, maire d'Ambleteuse. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis que ce débat puisse mener la réflexion au plus haut niveau. Merci Arnaud Eckert, chercheur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Merci beaucoup Raphaël Remande, journaliste à La Voix du Nord. Ce magazine est à retrouver en images sur YouTube, en podcast sur communeplanète-hauts-de-france.fr, mais aussi dans les pages de La Voix du Nord ce samedi. Merci beaucoup.